Le Nobel de la paix a été attribué au quartet d'organisations qui a conduit le dialogue national en Tunisie pour sa contribution décisive à la construction de la démocratie. On en parle dans ce journal. En Guinée, affrontement entre militants de l'opposition et ceux du pouvoir à 4 jours de l'élection présidentielle. Le bilan fait état d'au moins un mort et d'une vingtaine de blessés. Et puis en Afrique de l'Est, les populations sont menacées par de grandes inondations et sécheresses qui pourraient être déclenchées par le courant chaud El Niño dans les prochaines semaines. Évidemment, le retour du chef de file de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, de l'FDJ à Conakry ce jeudi, a été très mouvementé. La tasse de Madina, zone réputée très chaude de la capitale et fief du parti au pouvoir, a enregistré les plus violents accrochages entre partisans du pouvoir et ceux de l'opposant qui se dirigeaient vers le palais du peuple de Conakry à Kaloum. Et cette campagne du candidat du principal parti de l'opposition, le FDJ, qui devait se boucler par un meeting géant sur l'esplanade du palais, n'a pas été rose. Des heurts, selon le ministre de l'Intérieur, qui cite des sources hospitalières, ont provoqué la mort d'une personne et fait 20 blessés, ainsi que d'importants dégâts matériels consécutifs aux actes de vandalisme qu'ils ont enregistrés. Ces cas de violence, affirme Dr Mahmoud Cissé, qui ne reflètent pas la vision et le choix démocratique de la Guinée, sont de nature à compromettre l'action gouvernementale dans la construction de l'état de droit en Guinée. Il déplore tout de même et condamne aussi avec la dernière énergie les événements fâcheux. Et le ministre de l'Intérieur appelle au nom du gouvernement les citoyens et citoyennes, les militants et militantes de toutes les formations politiques en compétition à faire preuve de retenue et à maintenir le calme dans la cité. Il est à rappeler aussi qu'après cette journée du jeudi particulièrement agitée, les manifestations se sont poursuivies ce vendredi matin à Madina, le plus grand marché de la place. Les militants du parti au pouvoir, dont les biens ont été vandalisés ce jeudi, ont répliqué aujourd'hui. Des boutiques appartenant aux partisans du challenger du président sortant ont été brûlées ce matin. Le Premier ministre Mohamed Saïd Fofana a à plusieurs reprises tenté de venir sur le lieu, mais en vain. Il a été empêché par la foule. Ce n'est qu'après moult tentatives qu'il a pu avoir accès au lieu, mais le coup était déjà parti. Et les populations de Conakry restent pour le moment habitées par la peur et l'angoisse de nouvelles violences. Et pendant ce temps, chaque camp reste sur sa position. Le président Alpha Condé tient à la tenue des élections le 11 octobre prochain. Son challenger Cellou Dalein Diallo, dans son discours de ce jeudi au Palais du Peuple, a insisté sur le report du scrutin parce qu'il estime que le fichier électoral est loin d'être propre. En attendant donc de voir clair dans cette affaire, les populations de la Guinée restent pessimistes quant à la tenue de ces élections le dimanche 11 octobre prochain. Ce sont près de 200 pèlerins nigériens blessés à la Mecque qui ont été rapatriés ce mercredi soir à Niamey à bord d'un vol spécial. Le président de la République, Issoufou Mahamadou, est allé à l'aéroport international Djori Hamani de Niamey les accueillir. Le Niger a perdu certains de ses enfants, d'autres sont blessés ou portés disparus. Nous sommes des croyants, nous avons foi en Dieu. C'est cette foi en Dieu qui nous rend forts, patients et endurants. Et à ceux qui ont perdu les leurs, parmi les pèlerins et puis parmi les citoyens, je leur souhaite la force, la patience et l'endurance des croyants. Aussitôt débarqués de l'avion, les malades ont été pris en charge par les équipes médicales sur place et les sapeurs-pompiers qui ont placé un important dispositif. Nous avons mis en place un dispositif assez particulier afin de gérer l'évacuation des blessés en provenance de l'Arabie Saoudite. Nous avons également établi un poste médical avancé avec un médecin-chef qui est chargé de faire le tri et des médecins spécialistes qui sont chargés de diriger les blessés sur les différents hôpitaux de Niamey. Les blessés, selon leur cas, ont été ensuite transférés dans les différents hôpitaux de la capitale. Ils seront totalement pris en charge gratuitement jusqu'à leur établissement, a indiqué le ministre nigérien de la Santé publique. Ils seront pris en charge gratuitement et déjà toutes les dispositions sont prises au niveau de nos hôpitaux nationaux, de toutes nos formations sanitaires. Nous avons fait appel à tous nos médecins
et nous avons dégagé les chambres, les espaces nécessaires pour les accueillir. D'autres blessés et plusieurs autres pèlerins sont restés à la Mecque. Le commissariat au Hajj et le comité de crise s'activent pour leur retour effectif au pays. Officiellement, sur près de 12 000 pèlerins, le Niger a enregistré une quarantaine de morts et près de 100 portés disparus. Mais d'autres sources proches des agences de pèlerinage soutiennent le contraire. Le comité Nobel norvégien a décidé d'attribuer le prix Nobel de la paix 2015 au quartet d'organisations conduisant le dialogue national tunisien. Le prix Nobel de la paix 2015 récompense ainsi la contribution collective de 4 organisations à la construction d'une démocratie pluraliste en Tunisie à la suite de la révolution de 2011. Composé de l'UGTT, syndicat historique en Tunisie et fer de lance pour son indépendance, du patronat UTICA, de la Ligue tunisienne des droits de l'homme et de l'Ordre des avocats, ce quartet a su en son temps établir un processus politique alternatif, pacifique, à une époque où la Tunisie était au bord de la guerre civile. C'est une consécration pour la société civile tunisienne. Même ceux qui n'ont pas fait partie du quartet, moi je pense qu'ils méritent ce prix. Et c'est la première fois que des organisations, 4 organisations obtiennent ce prix. Donc je crois que c'est un signe pour les partis politiques de poursuivre le dialogue, car je crois que c'était aussi une récompense pour la Tunisie, car ça reste presque le presqu'île dans le monde arabe. Au-delà du quartet qui s'est vu décerner le Nobel de la paix 2015, le comité Nobel entend surtout saluer l'unique transition réussie du printemps arabe dont la Tunisie fut le berceau début 2011. Même si le pays reste confronté à des défis majeurs d'ordre sécuritaire et économique, ce prix constitue une bouffée d'air pour cette fragile démocratie naissante. Ce n'est pas un hommage seulement au quartet composé de l'UGTT, du patronat, de la Ligue tunisienne des droits de l'homme et de l'Ordre des avocats, mais il consacre le chemin que nous avons choisi, celui de trouver des solutions consensuelles. La Tunisie n'a pas d'autre solution que le dialogue, malgré les désaccords idéologiques et confessionnels. Près de 4 ans après la chute du régime de Mouammar al-Kadhafi, la Libye demeure plongée dans le chaos avec 2 parlements et 2 gouvernements rivaux. Le Congrès général national sous la coupe de la coalition Phare Libya, basé à Tripoli, et un autre siégeant à Tobrouk, reconnu par la communauté internationale. Tout accord devra surmonter la résistance de la frange dure des factions et être ratifié par les 2 parlements rivaux. D'après Bernardino Leon, la nouvelle équipe sera présidée par Fayez el-Sarraj et 3 vice-premiers ministres. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse à Skirat au Maroc, où des négociations avaient repris lundi entre les 2 camps rivaux libyens. Il y a, comme vous le savez, l'ancienne équipe qui dirigera le conseil présidentiel. Pour diriger le gouvernement, il y avait 5 personnalités. Il a été convenu d'ajouter une personnalité de plus. Il y aura 6 membres composant ce conseil présidentiel. Le Premier ministre proposé est M. Fayez el-Sarraj. C'est un député de la Chambre des représentants venant de Tripoli. Tous travailleront en équipe. Nous n'avons pas de temps actuellement d'entrer dans les détails du système de vote, mais ce sera une équipe. Leur vote devrait avoir la même valeur au premier tour du vote et ensuite, dans le processus, bien sûr, une assistance pour dépasser les blocages sera accordée, mais tous, et j'insiste là-dessus, auront une importance similaire et tous devront travailler en équipe. All of them, I insist, will have similar importance and all of them will have to work as a team. Mais mercredi déjà, les délégués de Tripoli n'ont pas souhaité proposer de nom pour ce gouvernement car ils réclament des modifications à la proposition onusienne. Plusieurs candidats pour les différents ministères ont été proposés ainsi que pour les postes clés tels que le Conseil d'État et le Conseil de la Sécurité nationale. C'est l'épilogue d'une année d'efforts déployés dans ce processus avec plus de 150 personnalités libyennes représentant toutes les régions.
El Niño est un phénomène qui provoque des hausses de température dans le Pacifique, de fortes pluies dans certaines zones, des sécheresses ailleurs et des vents faibles. Pour cette année, les experts craignent que l'impact du phénomène soit beaucoup plus important que lors de ses précédents passages. La plupart du temps, El Niño est de courte durée. Il ne dure que quelques semaines, mais cette année, nous attendons un effet El Niño majeur. Il aura un impact important sur le système météorologique global et en Afrique de l'Est inclus. Et ce que nous prévoyons est plus important que la moyenne des précipitations dans certains pays, en particulier le Kenya, la Somalie, l'Ouganda, la Tanzanie et certaines zones d'Éthiopie. Et nous avons aussi vu les impacts des conditions plus sèches que d'habitude, en particulier dans les pays comme l'Éthiopie et le Sud-Soudan. Maintenant, ce qui nous inquiète, c'est que nous avons déjà vu les conséquences de conditions plus sèches sur les récoltes et la subsistance des gens, et nous attendons de voir l'impact que cela aura sur toute la région, et nous pouvons déjà voir qu'en Éthiopie, ça a un impact massif sur les besoins en nourriture pour aider ceux qui n'ont pas pu cultiver normalement et qui nécessitent une aide alimentaire qui passe de 2,9 millions à au moins 7,9 millions, et ce chiffre pourrait atteindre les 15 millions début 2016. Après le passage de El Niño, il faudra s'attendre à un certain niveau de déplacement de personnes en raison des inondations, mais aussi à des cas de maladies non transmissibles. Le phénomène aura également des répercussions sur les récoltes dans les zones de terre basse. L'accord crucial sur la justice signé le 23 septembre par le président colombien Juan Manuel Santos et le leader des FARC, Timoleon Jiménez, dit Timochenko, doit être accepté sans réticence, a d'abord estimé devant la presse le numéro 2 des FARC, Iván Márquez, à l'issue d'un nouveau cycle de pourparlers à Cuba. Le chef négociateur de la rébellion a enjoint le gouvernement colombien de respecter la parole donnée pour des négociations dénuées de méfiance. Quand nous avons commencé à Oslo, la marche vers la paix en Colombie, nous avons averti qu'un mauvais accord serait pire que la guerre elle-même. Aujourd'hui, la volonté de paix, renforcée par le désir de millions de compatriotes, devra dépasser les écueils de l'intransigeance qui refuse d'entendre que ce n'est pas un processus de soumission, mais un dialogue entre deux parties égales. Peu après, le chef négociateur du gouvernement, Humberto de la Calle, a rejeté les termes employés par les rebelles, se défendant d'avoir manqué à la parole donnée. Ainsi, il a demandé qu'une commission de juristes se réunisse à nouveau pour traiter un certain nombre de questions en suspens, mais selon lui, la guérilla a déjà refusé. La délégation du gouvernement rejette les termes de la déclaration lue aujourd'hui par Iván Márquez, qui dit que le gouvernement n'a pas tenu parole. Cette affirmation est fausse. Dans ces conditions, ce sont les FARC qui ne disent pas la vérité. Le gouvernement colombien et les FARC ont franchi une étape décisive en s'engageant d'ici à mars 2016, après avoir signé ce document sur le sort judiciaire des combattants, point crucial des négociations entamées en novembre 2012. Mais la semaine dernière, les FARC avaient déjà laissé pointer un désaccord sur la portée de cet accord, assurant que ce délai de 6 mois ne sera pas viable si le gouvernement commence à remettre en question les textes signés. Le conflit en Colombie, le plus ancien en Amérique latine, a fait en un demi-siècle quelques 220 000 morts, impliquant guérilla d'extrême gauche, forces armées régulières et paramilitaires d'extrême droite.